bonsoir. Merci de nous rejoindre dans cette émission spéciale. Ce soir, on reçoit Karim Zeribi, ancien député européen et fondateur du Conseil mondial de la diaspora. Avec lui, nous aborderons les questions liées, bien sûr, aux relations algéro-françaises, avec ce qui est vu comme plutôt un signal positif de la part de la France, l'arrivée de Laurent Nunez à la tête du ministère de l'Intérieur français. Celui-ci s'est d'ailleurs immédiatement distancié des méthodes de son prédécesseur et annoncé son intention de reprendre langue avec son homologue algérien. Peut-être un début de rapprochement entre Alger et Paris, décryptage dans un instant. La crise politique et institutionnelle en France et comment la montée des extrêmes droites menace à la fois la cohésion sociale et des nations européennes et le destin de l'un des plus grands blocs économiques mondiaux dans le commerce combiné de services, de biens et de services, l'Union européenne. Nous sommes en octobre et le 17 octobre 1961 est un souvenir d'une dérive barbare de la police de Maurice Papon à l'égard des Algériens à Paris et un rappel puissant d'un devoir de mémoire inabouti et un crime encore non reconnu par la France. On parlera également de l'Afrique, de la promotion du commerce intra-africain. Karim Zeribi, bonsoir, merci d'être revenu à Canal Algérie. Merci beaucoup. Bonsoir, merci de votre invitation. Et avec nous, nos deux consultants, Zine Cherfaoui, bonsoir. Bonsoir Samia, bonsoir à M. Zeribi, auquel je lui souhaite la bienvenue. Merci beaucoup. Sami Kaidi, bonsoir à vous également. Bonsoir Samia Bacha et bonsoir M. Zeribi et bienvenue également. Merci messieurs, merci. Alors Karim Zeribi, on va commencer par ce que le quotidien Le Monde vient de qualifier cette semaine d'ailleurs de florilège de faillites individuelles et collectives en référence à la crise politique et institutionnelle en France, des bugs graves dans le système qui remettent en cause la démocratie en France. Désormais, nous dit Le Monde, 42% des moins de 35 ans pensent qu'un autre système serait au moins aussi bon. Et la tentation d'un pouvoir fort d'extrême droite existe dans de nombreuses catégories de la population. Qu'est-ce que vous en pensez ? Je pense que comme tous les observateurs avisés, vous vous rendez compte que la situation de la France aujourd'hui est dramatique sur de nombreux points. Il y a plusieurs crises qui se télescopent en réalité. Une crise politique, une instabilité comme on n'en a jamais connu sous la Ve République en France, avec une impossibilité à trouver une majorité au Parlement, un président de la République qui vacille et dont on ne sait plus quel est son cap. Cela fait plusieurs mois qu'Emmanuel Macron a mis l'ensemble de la population française dans le doute. Et puis une situation économique qui est dramatique, et qui est corrélée aussi par une crise morale. Et je pense qu'on va en dire un mot, notamment sur l'affaire Sarkozy. Parce que la France aujourd'hui, elle est frappée par une forme de, je dirais, de fin de cycle. On voit bien que les institutions telles qu'elles sont installées ne répondent pas aux attentes des Français, que la question économique et sociale est très prégnante. Les classes moyennes françaises subissent un déclassement, les classes populaires s'appauvrissent, et on a un sentiment d'injustice qui est profond sur le plan social et économique en France, avec une dette qui est abyssale. Ce constat de faillite individuelle et collective, vous le confirmez ce soir ? Oui, je le confirme parce qu'en fait, on a un affaiblissement, je dirais, qui est, comme on n'en a jamais eu, de la classe politique sur le plan intellectuel. En fait, on a une classe politique qui ne porte plus d'idéal, qui ne pense plus la société française dans ce qu'elle est aujourd'hui, dans ses mutations, et qui donc est dans l'incapacité de se projeter et à proposer quelque chose, je dirais, d'attractif. Donc les Français sont en crise de confiance. Tous les sondages d'opinion le disent. Donc les politiques sont au plus bas dans les sondages et on ne voit pas d'issue. Si ce n'est une forme de radicalité qui prend de plus en plus de place dans le débat public, avec une extrême droite qui est donnée gagnante dans tous les sondages. Et lorsqu'on parle de la gauche, c'est plutôt une gauche, là aussi radicale, qui va vers une forme de, je dirais, de chaos pour obtenir le pouvoir. On n'a pas de force politique, j'avais dit dire, stable, portant un projet viable, modéré, qui permette aussi à la France de compter sur la scène européenne. Parce que quand on parle de la faillite en politique intérieure, on peut parler aussi de la faillite sur le plan international. Sur le plan géopolitique, la voix de la France ne compte plus.
Donc la France a été chassée du continent africain pays après pays. La voix de la France au sein de l'Union européenne qui était moteur avec l'Allemagne, donc est une voix qui devient inaudible. La reconnaissance de l'État palestinien dont on a pu saluer la démarche, elle est arrivée 2 ans après donc un génocide qui fait plus de doute. Je veux dire, c'est plus la France que l'on a connue. Cette France-là aujourd'hui, elle est prise en otage par l'extrême droite et la droite extrême, dont on ne fait plus trop de différence d'ailleurs entre cette droite extrême et cette extrême droite. De mon point de vue, ils feront même alliance à la future élection présidentielle en 2027. Évidemment. Sami Kadi. La France traverse donc une crise institutionnelle, une crise politique, une crise somme toute protéiforme. Comment évolue la situation sur place, M. Zeribi, et vivons-nous les prémices de la chute de la Ve République? Je pense qu'on a un problème institutionnel, mais ce n'est pas sur ce point-là que la France est le plus en difficulté. La France, je l'ai dit tout à l'heure, a, je dirais, un affaissement, je dirais, de la qualité de sa classe politique. Donc, les débats français sont pitoyables, sont médiocres. Et je le dis avec regret. Parce que je suis franco-algérien, j'ai été parlementaire européen, élu local à Marseille. C'est pas je dirais avec joie que je vous livre cette analyse-là. Quand vous voyez les débats français qui tournent autour de l'islam et des musulmans, de l'immigration, alors qu'on a des problèmes qui sont structurants aujourd'hui, qui ne sont pas réglés, les questions de pouvoir d'achat, les questions de développement économique, les questions je dirais, de services publics qui se dégradent d'année après année. En fait, le compte n'y est pas. Et donc les Français ne peuvent pas s'y retrouver. Alors on peut imaginer qu'une Ve République est un peu à bout de souffle, qui peut aller vers une Sixième République, mais ça ne réglera pas tout. Donc si la qualité de la classe politique est la même, on n'apportera pas les bonnes réponses. Oui, mais lorsqu'il y a eu la chute de la Quatrième République, ça avait conduit justement à des réformes constitutionnelles, notamment le renforcement du pouvoir présidentiel et cette mesure du 49-3. Ce sont ces mesures qui sont aujourd'hui décriées fortement par d'abord le personnel politique et puis par peut-être aussi la population française qui manifeste souvent contre cette, peut-être pas radicalisation, mais en tout cas cette puissance du pouvoir du président Macron particulièrement. Et donc aujourd'hui, c'est une espèce de retour à la case départ. Pas... Non, la Quatrième République était un régime parlementaire qui a montré ses limites. Debré, sous l'égide du général de Gaulle, a bâti la Ve République, qui était un régime semi-présidentiel. Ce n'est pas un régime présidentiel outrancier. La place du Parlement est importante. Après, l'utilisation de 49.3, quand vous avez le Cornu qui explique qu'il ne l'utilisera pas, ça n'a pas apporté pour autant de stabilité. Je veux dire, la question du 49.3, encore une fois, ne peut pas réduire le problème politique qui est français aujourd'hui et que les Français subissent et traversent. Il n'y a plus d'idéal, il n'y a plus d'espérance. Quelque peuple que ce soit, vous mettez n'importe quelle constitution, n'importe quelles institutions, si vous avez une classe politique qui est incapable de se projeter, de porter un peu d'espérance, d'espoir pour les futurations à venir, pour les enfants, les petits-enfants, de ceux qui aujourd'hui doutent, tant que vous ne projetez pas la France vers un avenir meilleur, on voit que tous les indicateurs démontrent que la France régresse. C'est ça qui est inquiétant. Donc, je parlais de la dette abyssale, 3200 milliards d'euros de dette. Je dis, on n'a jamais connu une dette pareille. Donc, les intérêts de la dette, c'est 50 milliards chaque année. C'est des services publics qui se dégradent. Le compte n'y est pas à l'hôpital, dans le domaine de la justice, les services publics de la police, l'école, la crise morale s'est emparée effectivement de la France à ce niveau-là. Donc, les Français ne peuvent pas vivre de leur travail. C'est un sujet de fond, ça, quelle que soit la couleur de peau des Français, leur origine, leur religion. Quand vous ne pouvez pas vivre dignement de votre travail, vous ne croyez plus aux politiques. Quand vous ne croyez plus aux politiques, quelque part, soit vous vous repliez, soit vous êtes aux abonnés absents. Et il y a une forme de crise qui s'amplifie. Et derrière, qui surfe sur la crise? L'extrême droite, en trouvant des boucs émissaires, en faisant état de diversion. Donc le débat politique aujourd'hui, il est très faible sur le plan intellectuel, philosophique, politique au sens noble du terme. Et donc on a une classe politique incapable d'apporter des réponses et des Français qui n'y croient plus. Donc il est là le drame. À propos de la crise morale, oui. Cherfaoui. Oui, la crise morale, vous avez parlé de crise morale, vous critiquez la qualité de la classe politique française.
La France traverse une séquence qui est marquée par une crise politique intense, une crise de confiance entre gouvernés et gouvernants. Est-ce que l'incarcération de l'ancien président français Nicolas Sarkozy mardi ne résume pas justement, à elle seule, la petite séquence, ne résume-t-elle pas la faillite, faillite morale de cette Ve République? Est-ce qu'elle ne pointe pas en réalité aussi tous les dysfonctionnements que vous venez de serrer? Non, je pense que ce que nous vivons avec ce qui frappe Nicolas Sarkozy résume le fossé qui existe entre le peuple de France et ce qu'on appelle les élites politico-médiatiques. Je ne sais pas d'ailleurs si le terme élite correspond et convient bien. Quand on dit élite, c'est que normalement vous êtes au-dessus de la mêlée. Je considère qu'ils ne le sont plus, qu'ils ne méritent pas ce terme-là et cette sémantique-là. Mais pour se comprendre, on va en rester effectivement avec ces mots. Donc, et le fossé est tellement immense. Vous avez aujourd'hui une classe politico-médiatique qui n'a pas suivi le procès, qui est incapable d'argumenter sur le rendu des magistrats et qui se met à faire état d'une forme d'émotion complètement démesurée, qui en devient presque grotesque, ridicule. Quand les Français demandent de l'égalité, donc de la justice, et que tout un chacun soit traité comme il se doit en fonction des fautes qu'il a commises. Ce qui est le cas pour Nicolas Sarkozy. Or, on a cette classe politico-médiatique qui demande un régime de faveur. Et qui sort du giron et du cadre républicain. C'est une machine à blanchir des criminels. Ils ont un esprit monarchique. Nous sommes effectivement à part. On ne doit pas être jugé de la même manière, on doit faire état de compassion. C'est Sarkozy lui-même et ses amis qui demandaient plus de fermeté de la justice. Quand ça les frappe, ça pose problème. C'est Nicolas Sarkozy et ses amis qui n'entendaient pas que l'Observatoire international des prisons expliquait que les conditions d'incarcération étaient indignes en France. Maintenant qu'il est obligé de passer par la case prison, on s'interroge. Et on lui met 2 gardes du corps qui vont être obligés, 2 fonctionnaires de police, de dormir en prison avec lui. Mais je ne sais pas si vous vous rendez compte de l'image. Donc c'est catastrophique. Et puis il y a un rassemblement devant chez lui. Alors on ne sait plus si c'est un ancien parrain de la mafia qui rentre et qui se fait incarcérer, ou si c'est quelqu'un qui subit une injustice. En fait, tout ça n'est pas clair et n'est pas digne de la France. Pareil aussi pour la patronne du Rassemblement national, qui avait un peu, dont l'entourage en tout cas avait orchestré un peu la même manipulation de l'émotion. Ils avaient appelé à ce fameux rassemblement pour la soutenir et qui serait en train de multiplier les stratégies pour s'éviter l'inéligibilité, bien sûr, pour les futures présidentielles. Et pareil, c'est la même personne, c'est-à-dire Marine Le Pen, qui demandait plus de fermeté, de la justice, etc. et qui aujourd'hui, vous le dites, demande des privilèges et d'être finalement à part. Mais évidemment, et en fait, ils ne veulent pas être traités comme des citoyens à part entière. Ils veulent un régime d'exception pour eux. C'est ça. Elle a détourné 4 millions 200 000 euros d'argent public. Au Parlement européen. C'est de l'argent public, l'argent du Parlement européen. Donc c'est un détournement de fonds publics. Des gens qui prétendent vouloir gouverner la France. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Et qui vont être les premiers à demander de l'autorité, de la fermeté, qu'on peut comprendre par ailleurs, en matière de lutte contre l'insécurité et la délinquance, je dirais, de droit commun. Non, je suis convaincu aujourd'hui que les Français aujourd'hui demandent et aspirent à ce que les politiques soient traités de la même manière qu'ils sont traités eux-mêmes. Et quand vous avez plus de 21 magistrats qui ont statué sur le procès Sarkozy, on ne peut pas expliquer qu'il y a un magistrat qui a la haine de Nicolas Sarkozy. Tout ça est de la démagogie. Ça n'est pas sérieux. C'est en plus ça quand je parlais on désintellectualise le débat. On ne décrypte plus le débat français. On n'analyse plus dans les médias français. On vous demande en 30 secondes de faire état d'une émotion, avec un slogan d'expliquer un problème complexe, on n'a plus le temps de dérouler. On ne veut plus dérouler. On n'invite plus les experts, on n'invite plus d'intellectuels dans les débats publics français. On invite des militants, parties prenantes, avec des médias qui ont des lignes éditoriales assumées, affirmées, orientées. Certaines d'extrême droite, certaines beaucoup plus à gauche, certaines macronistes. Et ces lignes éditoriales aujourd'hui, elles trompent les Français. Parce qu'elles ne livrent pas une analyse vraie et sincère. On n'a plus de médias d'information. C'est pas l'objectif recherché, justement. Ce n'est pas d'informer objectivement et de manière professionnelle. En fait, ce que l'on veut, c'est influencer les esprits. C'est influencer, effectivement. Influencer les esprits et orienter donc les débats et donc
peut-être faire en sorte que les Français ne soient plus maîtres de leur destin. Donc, et c'est pour ça qu'il y a un espace aujourd'hui d'expression digitale assez libre, qui rencontre de plus en plus de succès, parce qu'il va à l'encontre de ces médias mainstream, donc, qui nous racontent des histoires parfois qui n'existent pas, qui traitent toujours des mêmes sujets avec obsession, on va certainement y venir, et qui quelque part créent de l'incohésion dans la société française. Donc, et je le dis, c'est grave. Parce que la société française aujourd'hui, si on évoquait des problématiques de politique intérieure, il y en a une qui est quand même majeure. C'est la désunion du peuple français. Aujourd'hui, vous avez quand même une fracture dans le peuple français, au sein du peuple de France. Une fracture en fonction des origines, en fonction de la religion, en fonction des quartiers. Le peuple de France ne fait plus cohésion, ne fait plus unité. On avait jadis des femmes et des hommes politiques, même qui n'étaient pas d'accord, qui pouvaient porter des débats intéressants. Moi, j'ai été conseiller de Jean-Pierre Chevènement. Donc, c'est une époque où on pensait en politique. On avait des intellectuels de la politique, Michel Rocard, Jean-Pierre Chevènement, Philippe Seguin à droite. Donc, on avait des gens qui étaient respectables sur le plan intellectuel, qu'on écoutait, qu'on appréciait ou pas, avec lesquels on était d'accord ou pas, mais qui produisaient de la pensée. On ne produit plus de pensée. Donc on instrumentalise les esprits, on ne débat plus sur le fond, et on va arriver avec une présidentielle dans des conditions catastrophiques. La fin du règne d'Emmanuel Macron qui va être dramatique, très laborieuse. On se demande comment il va finir son mandat, pour être très clair. Et quand on dit ça, on ne le dit pas avec plaisir. On va avoir Marine Le Pen, avant d'arriver à ce sujet-là, qui aujourd'hui ne conviennent pas les Français. Ils n'arrivent pas à convaincre les Français. Justement, vous avez parlé de tournant majeur. Quand vous avez parlé d'ailleurs vous venez de parler de médiocrité du personnel politique, avec donc le départ de Retailleau. Vous avez parlé de tournant majeur avec l'arrivée de Laurent Nunez à Place Beauvau. Donc, vous voulez dire quoi par ce que je veux dire, c'est qu'on a un ministre de l'Intérieur qui est un haut fonctionnaire de la République et qui se refuse à verser dans ce que j'évoquais à l'instant, l'instrumentalisation du débat public et du débat politique français. Laurent Nunez, vous savez, c'est quelqu'un de pragmatique. Il a occupé des responsabilités très importantes. Moi, je l'ai connu lorsqu'il était préfet de police à Marseille. J'étais député européen, parlementaire européen et élu local. Il a occupé des postes dans le domaine du renseignement, de la sécurité nationale. Il a été préfet de police à Paris. On sait très bien que c'est un poste éminemment important. Et il est aux responsabilités, j'ai envie de dire, dans des postes éminents depuis 20 ans. Laurent Nunez, il sait de quoi il parle. Et il arrive aux responsabilités et il marque sa différence avec quelqu'un... Tout de suite. Évidemment. Avec quelqu'un qui ne maîtrisait pas les enjeux de sécurité. Tout à fait. Et qui se servait de la place Beauvau et du ministère de l'Intérieur pour faire de la politique à son propre compte, pour servir ses intérêts personnels et pas l'intérêt général français. Je parle évidemment de Bruno Retailleau, qui est peut-être un des pires ministres de l'Intérieur que la Ve République ait connu, et qui n'a rien réglé sur le fond et a créé des tensions sur de multiples sujets, notamment la relation France-Algérie, mais pas seulement. Je rappelle que c'est lui qui a tenu des propos à bas le voile, à la tête de meetings, pour stigmatiser toutes les femmes de confession musulmane qui portaient le foulard et qui, pour une immense majorité d'entre elles, le font sans y être obligées, dans une foi qui leur appartient, avec la liberté de conscience qui est permise dans un pays où les principes de laïcité érigent nos relations, nos rapports à la religion. Donc, en fait, il est ministre de l'Intérieur, il était ministre des cultes. Il est allé à l'encontre de tous les principes qui font la République française, qui font les principes de laïcité. Il n'a jamais été arrêté dans Et de surcroît, il s'est pris pour le ministre des Affaires étrangères à plusieurs reprises, puisque matin, midi et soir, il ne parlait que de l'Algérie. Laurent Nunez arrive et il dit « L'Algérie est un grand pays avec lequel il faut retisser des liens, notamment sur le plan sécuritaire, qui est mon domaine de compétence. Et je peux mesurer depuis cette crise, combien la France est pénalisée à ne plus avoir de lien avec les services algériens de sécurité. Il a dit d'ailleurs, je ne sortirai pas de mon domaine de compétences. Hein. Et vous pensez que ça pourrait constituer un tournant, justement, la nomination de Nunez au ministère français? Je suis personnellement convaincu, même si je suis d'un naturel optimiste, c'est jamais un optimisme béat dont je fais état. Je suis convaincu qu'un Laurent Nunez peut permettre de réamorcer une relation entre la France et l'Algérie par son domaine de compétence, la sécurité. Et une fois qu'on a retissé des liens par ce canal-là,
naturellement, on peut reprendre la tâche et commencer à discuter sur d'autres sujets qui sont des sujets de tension, il ne faut pas se leurrer, donc, et qui ont été d'ailleurs instrumentalisés par Retailleau. Donc les problématiques Amir des aides, il parlait de ça toute la journée. Enfin, bon, il était sur des sujets qui n'étaient pas des sujets, je dirais, qui font la relation France-Algérie. Or, on ne peut pas enfermer l'Algérie, ce grand pays, dans une relation qui est simplement la question des OQTF. Ce n'est pas acceptable. Je veux dire, qu'on en parle. Why not? Pourquoi pas? Mais on ne peut pas parler seulement, essentiellement de ce sujet. On a des sujets de relations économiques, donc on a évoqué les questions sécuritaires, la question de la relation euro-africaine, où on a deux grands pays, la France et l'Algérie, qui peuvent être le pont de cette relation, à venir, les questions énergétiques. Il y a d'autres pays en Europe qui l'ont compris. L'Italie, l'Espagne, on s'entend bien avec tous les pays européens, sauf avec la France. Il faut qu'on s'interroge. Bien que le problème vienne de la France. Alors, figurez-vous, ce matin, je me suis amusé à rentrer dans votre compte officiel sur X, ex-Twitter, et il y a un tweet qui m'a particulièrement marqué. Vous avez indiqué qu'avec le départ de Bruno Retailleau de la place Beauvau, tout redevenait possible. Est-ce que vous pouvez revenir avec davantage de précision sur ce point-là? Puis, ma seconde question est comment la communauté nationale résidente en France a réagi au départ de Bruno Retailleau? On a vécu le départ de Bruno Retailleau du gouvernement comme un soulagement et comme une opportunité à retisser une relation, j'ai envie de dire, qui doit nous permettre d'amener de la sérénité, de l'apaisement entre la France et l'Algérie. Bruno Retailleau était le ministre des tensions permanentes, de l'obsession anti-algérienne. On a un Laurent Nunez qui va être le ministre de la coopération et du partenariat, gagnant-gagnant. C'est comme ça que je le perçois en tant qu'observateur, analyste politique. Tout redevient possible parce que je pense que notre relation entre la France et l'Algérie, elle est inéluctable. Qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas. Donc, au nom de notre histoire et de notre passé, évidemment, mais au nom aussi de ce que nous avons à faire dans l'avenir. Au nom aussi de la présence de cette diaspora forte de 5 millions de femmes et d'hommes sur le territoire français et qui ont des places, pour certains d'entre eux, prépondérantes. Donc, des Algériens qui sont dans la fonction publique, des postes à responsabilité, dans le monde économique, qui ont de très belles entreprises, qui sont médecins, qui font fonctionner les services publics français. Donc des Algériens de tous les jours dont on ne parle pas, qui sont les invisibles de la République française et qui sans eux peut-être que l'économie française ne fonctionnerait pas comme elle fonctionne. Donc avec des gens qui sont brillants, respectent les lois de la République et les principes de laïcité. De cela on n'en parle jamais. Je pense qu'il va falloir à un moment donné que on puisse dire que la relation entre la France et l'Algérie doit aussi se faire à partir de ces femmes et de ces hommes. Et du respect que l'on doit accorder non seulement à l'Algérie, grand pays indépendant et souverain, mais qu'on doit aussi accorder à ses citoyens français d'origine algérienne. Parce que quand on a une relation tendue entre la France et l'Algérie, ce n'est pas simplement les relations diplomatiques qui sont tendues. On parle de femmes et d'hommes, on parle d'histoire personnelle, d'histoire familiale, on parle de gens qui sont touchés au plus profond d'eux-mêmes. Pensez que des gens comme moi avons bien vécu l'ère Retailleau, mais tous les jours nous étions blessés. Quand on insultait l'Algérie, nous nous sentions insultés. Quand on tentait d'humilier l'Algérie, nous nous sentions humiliés. Et quand il y avait une réponse de l'Algérie digne de ce nom, ben, nous étions fiers. Alors, n'en déplaise à certains, ça ne veut pas dire que nous sommes plus algériens que français, nous sommes franco-algériens. Vous savez, c'est Aznavour qui disait « je suis 100% français, 100% arménien ». Il faut qu'ils comprennent que nous sommes 100% français, 100% algériens. Et que nous souhaitons, nous aspirons à être plutôt les acteurs de ce pont qui doit se tisser entre la France et l'Algérie, plutôt que d'être du côté de ceux qui veulent ériger des murs. Nous ne serons jamais du côté de ceux qui veulent ériger des murs. Et je vais vous dire, la question entre la France et l'Algérie a été mise à mal par Retailleau. Mais bon nombre de Français, bon nombre d'acteurs essentiels étaient contre Bruno Retailleau. Oui. Prenez simplement les acteurs économiques. Et je vais prendre un exemple donc, à cette antenne pour qu'on comprenne. L'Algérie achetait du blé à la France. Ça représentait 1 milliard par an sur le plan commercial. 1 milliard de blé importé par l'Algérie et la France. L'Algérie a mis fin à cette importation parce qu'il n'était pas question qu'il y ait d'exclusivité. À partir du moment où elle ne se sentait pas respectée, l'Algérie a pris des décisions
comme il se devait en tant que pays indépendant et souverain. Le blé a été acheté à un autre pays et le milliard a été perdu par la France. Je pourrais vous amener des exemples qui pourraient se succéder. Michel Bizac, représentant des 450 entreprises françaises en Algérie, a donné de la voix à plusieurs reprises pour dire stop, monsieur Retailleau, arrêtez de nous parler des OQTF en permanence. Nous avons des Algériens, des Franco-Algériens qui travaillent ensemble, des entreprises algériennes, des entreprises françaises qui font du business, qui commercent, c'est du gagnant-gagnant, c'est du respect mutuel, on est dans une relation d'égal à égal. Il a voulu mettre à mal cette relation parce que nous avions un ministre de l'Intérieur nostalgique de la colonisation. Et justement, par rapport à... C'est quelqu'un, j'en termine par là, pardonnez-moi, qui en 2005 faisait partie des parlementaires qui ont voté la loi sur les bienfaits de la colonisation. 2005, il y a 20 ans, loi qui a été on a abrogée, encore des parlementaires français. Loi qui a été abrogée, il faut la rappeler. Loi dont le décret n'est pas sorti, parce que Jacques Chirac, effectivement, a été scandalisé de voir que sa majorité à l'époque était capable de produire une loi pareille. Donc c'est pour vous dire, heureusement qu'on a eu des hommes à un moment donné qui ont été capables de dire stop et non à l'inacceptable. Mais on a quelqu'un qui est un nostalgique de l'OAS, qui était à la tête du ministère de l'Intérieur français en 2025. C'est grave. Justement, M. Zeribi, alors beaucoup d'observateurs expliquent la violence du discours de Bruno Retailleau à l'égard de l'Algérie par son agenda politique. Tout le monde sait, tout le monde l'aura compris. Il a envie de se porter à la présidentielle, de se porter candidat à la présidentielle de 2027. Bon, vous dites aussi que c'est un nostalgique de l'Algérie française. Moi, la question, elle est simple. Est-ce qu'aujourd'hui, en France, il y a un lobby puissant qui veut tout faire pour qu'il n'y ait pas de relation normale entre l'Algérie et la France? Il se peut qu'il y ait d'autres Retailleau. Oui. Alors, je vais essayer de vous Est-ce que dans le réacteur, dans le cœur du réacteur, on ne veut pas d'une relation apaisée avec l'Algérie? Alors, je vais répondre à la plus grande franchise, et ça ne tient qu'à mon analyse, à mon parcours et aussi à mon expertise. Un lobby puissant anti-algérien, je réponds non. Est-ce qu'il y a des groupes anti-algériens, nostalgiques de ce passé colonial, qui ont une volonté de raviver des tensions en permanence, de concevoir l'Algérie comme un pays ennemi avec lequel il faut créer des problématiques pour justifier des conflits permanents et durables? Oui. De mon point de vue, ils ne sont pas majoritaires. De mon point de vue, on a une majorité de Français qui ne veut pas verser dans ces relents-là. Oui. On a une majorité de Français qui attendent à ce que nous ayons une relation saine, digne, comme elle a eu lieu à plusieurs reprises depuis l'indépendance de l'Algérie. Et surtout, il y a des Français qui s'interrogent sur le fait que la France ait autant de difficultés, d'abord à reconnaître son histoire avec l'Algérie. Oui. Parce que, je vais vous dire, ne pas reconnaître l'histoire entre la France et l'Algérie, les drames, l'ignominie de la colonisation. Dans son entièreté, c'est laisser entendre que le peuple français aujourd'hui serait comptable de ce qui s'est passé. Or, le peuple français aujourd'hui, il n'est pas comptable de ce qui s'est passé. Vrai. Le peuple français aujourd'hui, j'ai le sentiment, pour en parler régulièrement, il a envie que nous regardions notre histoire en face, avec ses ombres et ses lumières. Il n'est pas naïf, le peuple français. Il ne faut pas le prendre pour... Ils ne sont pas toujours au courant du tout. Et on a, heureusement, de plus en plus d'historiens... Pardon, il y a des pans du passif colonial français en Algérie dont ils ignorent complètement. Qu'ils ignorent complètement, qu'ils ignoraient complètement. Oui. Je pense qu'il faut parler au passé, parce que quand vous avez des Jean-Michel Apathy et des historiens qui, à des heures de grande écoute, ont versé des vérités... Il faudrait mettre ça sur les programmes d'école, etc. Oui, pour informer un maximum. Tout le monde n'écoute pas forcément Michel Apathy. Quand on part de si loin, on ne peut pas verser dans l'idéal. Il faut faire des bons en avant et les noter. Quand vous avez aujourd'hui des gens comme Jean-Michel Apathy, ce n'est pas un Algérien, ce n'est pas un Franco-Algérien, vous avez des historiens français qui relatent l'histoire avec, je dirais, vérité, justesse, et qui expliquent effectivement qu'il y a eu plusieurs ouradours sur glane en Algérie, qu'il y a eu des enfumades, qu'il y a eu des villages dévastés, qu'il y a eu des viols, qu'il y a eu des comportements scandaleux, qu'il y a eu même un génocide. Quand les Français sont arrivés en 1830, il y avait 3 millions d'Algériens. En 1870, il en restait 2 millions. Où est passé le million manquant? 1 million
millions de personnes qui disparaissent en 40 ans, ça s'appelle un génocide. Donc, et donc les choses ont été dites par certains historiens. Moi, je vous pose la question. On avance. Après, je vous pose ce que nous attendons tous, et qu'on soit français avec une sensibilité algérienne ou pas, c'est qu'il y ait un président de la République qui à un moment donné reconnaisse l'histoire dans sa globalité. Arrêtons la politique des petits pas, arrêtons la politique de l'oubli historique volontaire. Et qui aurait pu rappeler à l'ordre aussi les Rotaillot quand ils avaient dépassé les lignes rouges. Moi je vous pose la question du lobby, je vous la pose parce que vous avez fait allusion tout à l'heure à 2005, la promulgation de la loi sur les entre guillemets bienfaits de la colonisation. La loi avait été promulguée à un moment où l'ancien président algérien Bouteflika et son homologue français Jacques Chirac allaient signer un traité d'amitié. Donc à chaque fois qu'il y a rapprochement, il y a ce lobby qui est à l'œuvre pour dynamiter tous les efforts allant dans ce sens. J'ai pas nié qu'il y avait des groupes qui voulaient mettre à mal la relation. À chaque fois qu'il y a... Vous avez utilisé le terme lobby puissant. Oui. Je vous ai dit que je ne partageais pas l'idée que c'était un lobby puissant. Les attaques contre l'Algérie, par exemple, dernièrement, ont commencé en 2019. Ouais. En 2019, on avait l'impression qu'il y avait un plan qui était savamment orchestré pour tout faire pour que saboter la relation algéro-française. Il y a des gens qui veulent saboter la relation entre la France et l'Algérie, comme il peut y avoir aussi des groupes en Algérie qui ne souhaitent pas avoir de bonnes relations avec la France. Mais ne soyons pas naïfs, je veux dire, analysons la relation avec lucidité. Oui. Je veux dire, de part et d'autre, on peut avoir des gens qui n'ont pas envie que cette relation soit bonne. Oui. L'important, c'est qu'il y ait des gens qui se rencontrent et qui ont envie de faire quelque chose de positif. Et je pense, et j'ai cru, moi, à la relation entre le président Tebboune et le président Macron au départ. Et c'est le président Macron qui a rompu le contrat. Parce que le président Tebboune, il a respecté tous les engagements de l'Algérie en la matière et il était disposé à ce que nous ayons une bonne relation saine, respectueuse, d'égal à égal. Et c'est d'ailleurs le président Tebboune qui a demandé la commission d'historiens pour que nous puissions avancer sur les questions de reconnaissance mémorielle et autres. Donc l'Algérie, elle a fait ce qu'elle devait faire sous la présidence du président Tebboune. Mais du côté d'Emmanuel Macron, on a eu un ton qui a changé, on a fait des choix qui ont perturbé la relation et on a eu des nominations. Et effectivement, on va parler de Rotaillot, mais on va arrêter d'en parler parce que je pense qu'il faut qu'on cesse de la publicité. Il n'est plus aux responsabilités. Absolument. Mais... Pardonnez-moi, il sera un candidat qui ne comptera pas pour la présidentielle. Je suis prêt à prendre tous les paris avec vous aujourd'hui. Voilà, passons à autre chose aussi. Non, un moment, il faut juste rappeler que le président Macron, et c'est important de le dire, avait reconduit Rotaillot dans le gouvernement Le Cornu 1. Donc il s'en est fallu de peu, c'est ce fameux tweet qu'il avait fait et qui est aujourd'hui connu, reconnu plutôt comme une espèce de suicide politique de Rotaillot lui-même. Mais s'il n'y avait pas eu ce tweet, Rotaillot serait encore au ministère de l'Intérieur, nous sommes d'accord. Mais il faut que vous regardiez l'instabilité politique en France pour pouvoir analyser ce que vous venez de dire. Non, mais la volonté politique, c'est ça. Non, ce n'est pas la volonté politique. La volonté politique du président français n'y est pas aujourd'hui. N'y est pas forcément. Je pense que vous confondez un Emmanuel Macron qui est acculé, qui n'a plus la main. Prenez conscience qu'Emmanuel Macron ne maîtrise plus les sujets, les enjeux de politique intérieure. Donc c'est des nominations aléatoires, un peu selon ce qui se passe regardez, sur la scène il avait politique. choisi LR comme partenaire en nommant effectivement Rotaillot. Aujourd'hui, il choisit le Parti Socialiste. Exactement. Dans un temps qui est très court. Mais on voit bien que cette classe politique française, elle est perdue. Je veux dire, on a une instabilité chronique. D'ailleurs, je n'accorderai pas encore un temps long au gouvernement Le Cornu 2. À tout moment, il peut sauter. Il va y avoir un arbitrage en France. Et ça va être pénible d'attendre cet arbitrage. Ce sera 2027. Et moi, ce que j'espère d'ici 2027, c'est qu'on ne laissera pas cette voie ouverte, telle une autoroute, à l'extrême droite pour prendre le pouvoir. Et il faut surtout travailler à ça. Nous, diaspora, nous avons une responsabilité parce que nous représentons un poids électoral. Et ce poids électoral, aujourd'hui, il doit s'organiser, se structurer pour faire en sorte que la France reste la France. Parce qu'aujourd'hui, la France est en train de disparaître. Ceux qui se prétendent patriotes, en réalité, jouent contre la France. Ils ne portent pas l'intérêt général français. Ils isolent la France. Ils la rétrécissent. Elle se rabougrit. La France ne comptera plus avec ces gens-là. On n'aura pas un pays qui rayonnera. Ce pays rayonnera s'il regarde son visage actuel en face. Et son visage actuel, c'est la diversité, c'est l'ensemble des Français qui composent la nation française, c'est des relations respectueuses avec les pays du continent africain et l'Algérie en particulier.
parce que l'Algérie est le pays qui doit être le leader du continent africain. On a toutes les potentialités pour ça. Et il faut assumer ce leadership et faire en sorte que les pays européens sachent que si on veut à un moment donné avoir une relation avec l'Afrique, ça passera par l'Algérie. Sami Kouidi. Alors, Monsieur Zeribi, vous avez parlé d'apathie, c'est vrai, c'est une figure rassembleuse qui prône et qui plaide une ouverture d'esprit, mais il y a également beaucoup d'anti-apathie. Et ils ne sont pas que dans les médias, ils sont également sur les bancs de l'Assemblée nationale française, du gouvernement français et de la société civile. Donc, comment peut-on imaginer une sortie vers le haut ? Mais aussi pour le travail mémoriel, Sami Kouidi, vous vouliez poser la question sur aussi le travail. Vous pouvez enchaîner sur bien sûr, nous sommes sur en la octobre. mémoire. Bien sûr. Et il y a eu ce geste tout de même. Oui, donc dans cette droite ligne également, il y a le 64e triste anniversaire des massacres du 17 octobre 1961, et il y a eu un geste qui a marqué. Donc Stéphane Romaté, qui est l'ambassadeur de France en Algérie, rappelé à Paris, a participé donc aux commémorations du 17 octobre 1961 à Paris. Une initiative, dit-on, qui provient de l'Élysée. Est-ce, somme toute, un effet d'annonce ou une volonté d'Emmanuel Macron de reprendre langue ? Écoutez, moi je crois qu'au cours de ces derniers mois, la France a compris que se passer de l'Algérie, c'était une faute politique grave. Et c'était mettre la France dans une difficulté qui est plus grande encore que celle qu'elle est en train de vivre. Et qu'il ne fallait pas rajouter de la difficulté à la difficulté. On a commencé l'émission en évoquant les problèmes structurants de la société française, crise économique, instabilité politique, crise des services publics, crise de confiance des Français. Rajouter à cela une crise durable avec le plus grand pays d'Afrique, donc, qui est le 10e plus grand pays au monde par sa superficie, le 7e producteur de pétrole, de gaz, le 17e producteur de pétrole, qui représente une puissance militaire certaine, 24e force militaire dans le pays, une jeunesse importante, qui représente un avenir, qui a toutes les clés d'un avenir prospère, probant. C'est l'Algérie. Et se priver de ce partenariat, je pense qu'il y a de nombreuses voix françaises qui ont compris qu'il fallait cesser d'aller dans cette direction. Emmanuel Macron a beaucoup de défauts, certainement. Comme nous tous, on a des qualités, des défauts. Mais je pense qu'il est lucide sur l'importance que l'Algérie peut et doit avoir dans la relation entre la France et l'Algérie. Je parlais des enjeux économiques, je parlais des enjeux sécuritaires, on pourrait parler des enjeux, j'ai envie de dire, plus affectifs, avec cette diaspora qui compte et qui représente une force en France dont on ne peut pas se passer et avec laquelle il faut faire. Et je crois aujourd'hui qu'il faut s'appuyer sur des hommes de bonne volonté. Stéphane Romaté, vous l'avez cité. Stéphane Romaté, il a toujours déploré la position de Retailleau. Ouais. Toujours. Alors il ne pouvait peut-être pas le faire officiellement, publiquement, mais il a toujours déploré. Stéphane Romaté, c'est un diplomate qui est conscient de la nécessité d'avoir de bonnes relations avec l'Algérie et qui n'a peut-être pas toujours aussi respecté la politique de restriction des visas qui lui a été demandée par le ministre de l'Intérieur de l'époque, parce qu'il estimait que c'était stupide et inopérant d'empêcher les chefs d'entreprise, des acteurs de la culture, des journalistes potentiellement d'aller et de venir en toute tranquillité entre la France et l'Algérie. Donc on a des gens sur lesquels nous pouvons nous appuyer pour tisser, nouer une relation saine, une relation sincère. Laurent Nunez en fait partie au ministère de l'Intérieur aujourd'hui. Je pense que Jean-Noël Barrot n'est pas quelqu'un qui est hostile à l'Algérie. Lorsqu'il est revenu, donc on a vu effectivement qu'il était prêt à ce que ça redémarre. Et c'était, et on va le citer peut-être pour la dernière fois, j'espère, dans cette émission, Retailleau qui avait mis à mal à son retour en France donc le déplacement et la visite de Jean-Noël Barrot. Donc force est de constater que il y a des voies positives en France sur lesquelles nous devons nous appuyer. Donc, et c'est ça qui m'intéresse, moi. Moi, parler de ceux qui sont, je dirais, dans une approche négative, dans une approche nostalgique, dans une approche... Ceux-là, il faut les étouffer. Il faut à un moment donné qu'ils se retrouvent en minorité. Pour qu'ils se retrouvent en minorité, il faut travailler avec ceux qui ont un état d'esprit responsable, un état d'esprit de coopération, donc un état d'esprit, encore une fois, j'utilise l'expression d'une relation d'égal à égal, gagnant-gagnant. Et ils sont nombreux en France. Karim Zeribi, la montée des extrêmes droites
pas seulement en France, dans toute Europe. l'Europe. Exactement, Oui. elle est avérée dans plusieurs pays, en Italie, en Hongrie, Belgique, et les coalitions gouvernementales aux Pays-Bas, en Finlande, en Slovaquie. Cette fois, la France paraît impuissante face à aussi une montée de l'extrême droite, vu le déclin politique dont on parle, et moral, etc., et institutionnel. Ben, on ne s'est jamais senti aussi près de l'arrivée de l'extrême droite au pouvoir. Voilà. Mais il en est de même en Allemagne avec l'AfD, il en est de même Oui. en Grande-Bretagne, donc 3 grands pays. Bon, elle est déjà en Italie, bien que Meloni soit plutôt une extrême droite, on va dire, pragmatique et lucide. Il faut rappeler quand même que Meloni, à peine arrivée, elle a régularisé 452 000 clandestins et qu'elle va en régulariser 500 000 entre 2026 et 2028 Pour les besoins répondre de aux besoins du l'économie, bien sûr, patronat de son pays. italien, alors qu'elle prétendait qu'elle n'en régulariserait aucun. Au final, elle en aura régularisé 1 million en 2028. Donc voilà, il y a ce que l'extrême droite dit, puis il y a ce que l'extrême droite fait, parce qu'il faut faire de la réelle politique à un moment donné. Et on voit bien que le fonds de commerce de l'extrême droite, il n'est pas réaliste sur le plan politique. Oui. Le fonds de commerce de l'extrême Ce sont droite, des slogans creux. donc, Oui. ce sont des mensonges éhontés. Oui. Donc, et quand vous êtes confronté à la gouvernance, ben, vous êtes confronté à un principe de réalité. Donc je pense que l'extrême droite, où qu'elle se trouve, n'appliquera jamais le programme de l'extrême droite. Après, une fois que j'ai dit ça, il faut tout faire pour éviter qu'elle soit aux responsabilités. Mais il ne faut pas non plus crier à hu et à dia comme si effectivement elle allait tout bouleverser. Donc en France, ça pourrait arriver. En France, ça peut arriver. Oui. Bien sûr En que ça peut 2027. arriver. Bien sûr que ça peut arriver. Plus que jamais, c'est ce que je veux dire. Mais je pense qu'on n'a jamais été aussi près. Oui. Et encore une fois, quand l'extrême droite arrive au pouvoir, c'est que le reste de la classe politique est médiocre. Oui. L'extrême droite, elle n'arrive jamais au pouvoir pour rien. Hein. Donc elle arrive au pouvoir parce que les autres sont mauvais, ou très mauvais. Et si vous avez une opposition, si vous avez une alternative crédible, forte, l'extrême droite n'est jamais au pouvoir. C'est le vote sanction, l'extrême droite, Non, en c'est général. C'est un vote de Vis-à-vis désespérance, ouais. c'est un vote de protestation, c'est un vote parfois d'adhésion pour un petit pourcentage, là aussi, ne soyons pas naïfs. Je pense qu'il y a des gens qui ont le logiciel d'extrême droite, de rejet, de l'altérité, de la différence, qui confondent islamisme, musulmans intégristes. Il y a des gens qui sont intellectuellement pas calibrés et qui sont prêts à avaler n'importe quoi, Oui. qui regardent la délinquance que sous le sceau des origines ou du statut administratif, qui oublient que la délinquance, elle n'a pas de couleur de peau. Donc, voilà. Et puis, ça s'appuie sur des médias aujourd'hui qui servent cette soupe matin, midi et soir. Il ne faut pas se leurrer, ce qui n'était pas le cas par le passé. Un matraquage médiatique. On a un matraquage médiatique. Oui. C'est des messages redondants, avec une sémantique je dirais, qui est choisie, avec des slogans, avec des phrases fortes, des chiffres parfois, et quand je dis parfois, je suis gentil, très souvent qui sont erronés, qui sont des inepties. Oui. Et on a tenté, Ils sont souvent débunkés, ils ont d'ailleurs, tenté hein. de le faire avec l'Algérie. Quand ils nous ont expliqué que les frais d'hôpitaux, de remboursement de santé de l'Algérie étaient L'aide une au ardoise développement. colossale, alors qu'en au réalité, développement. il y a 2,5 millions d'euros en discussion. L'Algérie demande des réunions pour mettre au clair ces 2,5 millions d'euros. Et c'est les Français qui traînent des pieds pour venir à la table des négociations et des discussions pour clarifier ce point. L'Algérie, elle n'a pas de dette avec la France. Quand on parlait d'aide au développement, Oui, voilà. mais quel ridicule! Heureusement que le ridicule ne tue pas. Je veux dire, il n'y a pas d'aide au développement pour l'Algérie. L'Algérie est un pays qui n'a pas de dette. Et il y a peu de temps encore, elle prêtait de l'argent au FMI. Donc, comment le pays qui a 3 000 milliards de dettes peut prétendre aider un pays qui n'a pas de dette? Il n'y a pas de cohérence à tout ça. C'est tellement ridicule. Je veux dire, mais ils sont capables de tout. Et même si c'est débunké, ils continuent de oui, propager ils le ces resservent, idées. oui. Il y a peu de Bien limites. sûr. Mais justement, alors, parallèlement à la montée de l'extrême droite, et de l'ultra-droite, on assiste aussi à la montée de l'islamophobie. Le problème, ce qui est inquiétant aujourd'hui, en plus du discours extrêmement violent à l'égard de l'Algérie, on assiste donc à une justification de l'islamophobie, et cette justification se constate même dans la classe politique. Elle est portée même par des acteurs politiques. Comment expliquez-vous justement cette montée de l'islamophobie, et dans quel but justement les partis politiques, au lieu de la dénoncer, justement l'utilisent comme un argument de campagne ou un argument politique carrément? La question de l'islamophobie participe de cette théorie qui est diffusée depuis plusieurs mois, plusieurs années maintenant, de l'extrême droite, qui utilise l'islam
comme, je dirais, un enjeu d'évolution de la population, d'évolution des mœurs, d'une France qui va disparaître, la théorie du grand remplacement, la guerre des civilisations. Vous savez, Samuel Huntington, donc, je crois que c'est en 95, hein, c'est pas récent, donc, qu'il a théorisé ça. Derrière, on a eu effectivement des extrémistes français qui ont repris à leur compte la théorie du grand remplacement. Il y a une France qui disparaît, puis il y a une nouvelle France qui arrive. Cette nouvelle France, eh ben, elle est plutôt basanée, elle vient de l'autre côté de la Méditerranée, elle est musulmane pour une partie d'entre elles. Ben, tout ça tend à vouloir créer de la peur et de la tension et de l'inquiétude auprès des Français. La réalité, c'est que même le terme islamophobie est contesté dans le débat public français. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Donc, c'est comme si on disait demain, oh, le terme antisémite, il faut arrêter avec ça. C'est comme si on disait ça, mais ce serait un tollé, ce serait un scandale. Et je comprendrais que ce soit un scandale, parce qu'effectivement, l'antisémitisme existe, donc, mais l'islamophobie existe aussi. Et on a voulu mettre le mouchoir sur l'islamophobie en expliquant, mais non, l'islamophobie, c'est les frères musulmans qui ont inventé ce terme. L'islamophobie, c'est un administrateur civil français, donc en 1860, qui a utilisé ce terme la première fois pour expliquer ce qu'on faisait subir donc, aux Algériens musulmans, qu'on appelait indigènes à l'époque. C'est un administrateur français. Ensuite, c'est les Britanniques qui ont repris ce terme dans les années 50, qui l'ont analysé, étudié, pour que ce soit des Français dans les années 80, des Français sérieux, des sociologues, des chercheurs qui ont expliqué qu'avec la montée de l'extrême droite qui a démarré dans les années 80, je vous rappelle que Jean-Marie Le Pen a commencé à faire des scores très important et très inquiétant dans les années 80, expliquer que son fonds de commerce s'appuyait sur la haine des musulmans, de l'islam et des immigrés. Et donc, on est aujourd'hui, encore une fois, dans le débat public français, en train de nier l'évidence. Oui, il y a des actes islamophobes. Quand vous attaquez une mosquée, quand vous taguez une mosquée, quand vous mettez des têtes de cochon devant une mosquée, quand vous tuez un fidèle, donc près de Alès, à la Grande Combe, donc, qui est en train de prier. Donc quand vous avez un ministre de l'Intérieur, ministre des Cultes, qui dit « abat le voile à la tribune des meetings », il est ministre de l'Intérieur, ministre des Cultes. Il doit rappeler la liberté de conscience, de croire ou de ne pas croire. Il doit rappeler la liberté de pouvoir se vêtir comme on le veut sur la voie publique, porter une équipa, porter une croix, porter un foulard, pour celles et ceux qui le souhaitent. Non, il vise l'islam et les musulmans. Et prétendument, en expliquant qu'ils veulent lutter contre l'islamisme. Or, ce n'est pas contre l'islamisme qu'ils veulent lutter, c'est contre la présence musulmane en France. Pardonnez-moi, il faudrait juste préciser qu'il y a une batterie juridique spécifique pour l'antisémitisme qui n'existe pas pour l'islamophobie. Ça, c'est important dans la justice française. Donc, et on a même voulu faire une batterie juridique pour l'antisionisme. Donc, pour vous dire qu'il y a un deux poids, deux mesures. Et faire le lien entre l'antisionisme et l'antisémitisme. C'est encore plus grave. Ça, c'était fort. Rapidement, justement, par rapport au rôle des médias, justement, est-ce que vous pensez quel devrait être aujourd'hui le rôle des médias en France par rapport à ce phénomène de l'islamophobie? Informer, dire la vérité. Est-ce que vous pensez qu'ils jouent le rôle qui consiste à dire non, il y a effectivement un problème d'islamophobie en France et plus généralement en Europe? Ou bien, justement, les médias, vous sentez que les médias sont les porte-voix des partis politiques et des voix d'extrême droite qui veulent justement monter ce cheval de... Je crois savoir que vous êtes journaliste. Oui. Enfin, moi, je ne vis pas en France, donc... Tout journaliste digne de ce nom sait qu'il y a une éthique dans ce métier. Bien sûr. Et cette éthique, c'est livrer une information, telle qu'elle est. Vraie. Pas l'interpréter, pas la surinterpréter, pas la dévoyer. Pas l'analyser tel militant verrait le verre à moitié vide plutôt que le verre à moitié plein. Non. Aujourd'hui, nous avons des médias militants, avec des journalistes qui n'en sont plus, qui prennent des positions, qui font des éditos et qui expliquent à la société française ce qu'un politique partisan avait l'habitude d'expliquer. Donc nous n'avons plus de médias d'information. Nous n'avons plus de médias d'investigation dignes de ce nom. Il en reste, mais très très peu, tellement peu. Dans le lot des médias que nous avons en France aujourd'hui, on a des médias qui versent dans la propagande. La propagande d'une idéologie, souvent, qui crée des fractures dans la société française, qui ne relate pas la réalité de la société française, qui masque les aspects positifs. Quand je parlais aujourd'hui, tout à l'heure, de la présence des Algériens, que ce soit les Algériens immigrés en situation régulière ou les Franco-Algériens. La présence des Algériens en France est une présence qui pourrait être valorisée par le choix d'un média.
en disant mais écoutez, ils sont 5 millions, voilà, comme dans toute communauté, on a une ultra-minorité qui est délinquante. Ok, très bien. Mais on a une immense majorité qui fait rayonner la France, là où elle se trouve. Ouais. On va parler de cela. Jamais été fait ce choix. Oui. Ce choix, c'est cela, on les rend invisibles et on parle de cette minorité matin, midi et soir. Donc qu'est-ce qu'on fait quand on fait ça? Est-ce qu'on dit la vérité aux Français ou est-ce qu'on ment aux Français? On ment aux Français et on ment sciemment aux Français pour servir, je dirais, un agenda politique, pour servir une idéologie politique. Est-ce que c'est rendre service à la France et aux Français? Est-ce que ces gens-là sont des patriotes? La réponse est non, parce que quand vous êtes un patriote, vous voulez le bien pour votre pays. Ces gens-là font du mal à la France. À propos de la diaspora algérienne qui est la première peut-être visée par ce fléau Alors devant un tel constat, de plus en plus d'Algériens font le chemin inverse et reviennent au pays. Quels sont les secteurs où ils peuvent exceller? Quelles sont les voies et moyens où ils peuvent aussi apporter leur pierre à l'édifice de ce projet qui est la construction nationale, la consolidation du développement national? Écoutez, la diaspora algérienne, à l'échelle mondiale, puisque nous avons créé un conseil mondial de la diaspora algérienne, donc je ne vais pas enfermer la question de la diaspora dans la relation France-Algérie. On a une diaspora importante au Canada, c'est la deuxième présence la plus importante. On a une diaspora aux États-Unis qui rayonne dans la Silicon Valley, qui est aussi installée à Washington, à New York. On a une diaspora au Moyen-Orient aujourd'hui, qui elle aussi fait parler d'elle, dans le domaine de l'énergie, dans le domaine des médias, dans le domaine du digital. Donc cette diaspora-là, souvent là où elle se trouve, elle réussit. Elle réussit brillamment et elle réussit en construisant des choses solides, durables, des entreprises, donc en prenant des initiatives, en étant des cadres de haut niveau, on a des chercheurs brillantissimes. Cette diaspora, depuis quelques années, elle a pris conscience avec les appels du président Tebboune au rôle qu'elle pouvait jouer en Algérie. Avec beaucoup d'humilité, hein, que les choses soient claires. Elle est conscient que l'Algérie n'attend pas cette diaspora pour se développer. L'Algérie se développera, quoi qu'il en soit, avec les 47 millions d'Algériens qui, tous les jours, veulent faire avancer le pays. Mais quand on a 7 à 8 millions d'Algériens à l'étranger, formés, entrepreneurs, investisseurs potentiels, qui regardent du côté des racines, du pays, avec affection, avec émotion, mais aussi avec envie et détermination, pour investir, pour entreprendre, c'est je dirais, une frange de la communauté nationale, parce que les membres de la diaspora, c'est la communauté nationale de l'étranger, c'est la communauté nationale, dont, de mon point de vue, on ne peut pas se passer. On ne peut pas se passer parce que l'Algérie a entamé, a engagé, depuis l'arrivée du président Tebboune, la volonté de produire algérien. Faire du Made in Algeria, diversifier l'économie, aller de l'avant, moins dépendre des importations, s'ouvrir dans une relation nord-sud, mais aussi sud-sud, avec cette zone de libre-échange qui est en train de se mettre en place au sein de la ZECLA, par l'Union africaine, entre pays africains qui doivent commercer, qui doivent faire du business. L'Algérie peut être un hub majeur. Le rôle de la diaspora, sur le plan logistique, sur le plan je dirais, des investissements sur le plan agricole, sur le plan industriel, sur le plan de la tech, de l'intelligence artificielle, même sur le plan culturel. Le rôle de cette diaspora peut être prédominant, majeur. Donc, apporter avec humilité ce que l'on sait faire. Ce que l'on sait faire de bien, et le faire avec nos frères et sœurs algériennes de l'Algérie, et construire aujourd'hui. Construire ensemble. Ensemble, cette Algérie qui est en train d'émerger, qui est en train de renforcer sa capacité de production. Et si nous œuvrons en ce sens, ça peut aller très très vite. Justement, Zine Cherfaoui, cette diaspora qui peut aussi apporter à l'Afrique. Un mot sur le rôle moteur d'Algérie aussi en Afrique. Oui, alors juste rapidement, parce que vraiment il ne nous reste plus beaucoup de temps. Rapidement. Il nous reste moins de 10 minutes. Sur la diaspora. Et en même temps sur l'Afrique, s'il vous plaît. Oui, alors il y a beaucoup d'Algériens établis à l'étranger qui aimeraient apporter leur contribution justement aux nombreux chantiers ouverts en Algérie, diversification de l'économie, tech, etc. Mais il y en a beaucoup aussi qui se plaignent de freins, etc. Vous qui regardez l'Algérie de l'autre côté de la Méditerranée, qu'est-ce qu'il serait possible de faire à partir d'Alger pour faciliter justement le retour de la diaspora ou tout simplement la collaboration des enfants de la diaspora à l'effort économique ou à l'effort de développement entrepris en Algérie? Moi déjà, je trouve que les directives du président Tebboune, elles sont très claires.
elles sont très puissantes en termes de message. Oui. Derrière, il faut effectivement qu'il y ait une mise en œuvre. Démocratie, etc. Il faut qu'il y ait une mise en œuvre. Il faut qu'il y ait une mise en œuvre. Et là, effectivement, ça ne relève plus du président Bien sûr. lui seul. Oui. Donc ça relève effectivement des administrations qui doivent appliquer ce que le président décrète et aller dans la direction qu'il assigne. Moi, je pense qu'il serait de bon augure, nous y réfléchissons très sérieusement au sein du Conseil mondial de la diaspora algérienne, de créer ce que j'ai appelé un comptoir d'accueil de la diaspora à Alger, qui puisse accompagner, orienter, héberger dans un centre de management de la diaspora algérienne celles et ceux qui veulent investir en Algérie, être une forme d'interface entre les administrations algériennes et ces investisseurs, être une forme de facilitateur, non pas pour avoir des passe-droits, attention que les questions, que ce soit clair, même droit que les autres Algériens, mais ne pas être obstrué par une lourdeur administrative, je dirais une forme de freins qui peuvent parfois être décourageants. Donc il faut aujourd'hui que nous puissions aider, accompagner cette diaspora dans sa démarche entrepreneuriale. Parce que quand vous avez un projet économique, vous êtes focus sur votre projet. Et lorsque on vous, je dirais, dévoie un petit peu cette détermination parce qu'on vous demande que trop d'administration, parce que vous ne comprenez pas, parce que vous n'êtes pas accompagné, vous avez tendance peut-être à vous décourager. Il faut éviter la désillusion. Plus que tout, moi, je ne veux pas que la diaspora soit désenchantée lorsqu'elle vient investir en Algérie. Donc, il faut l'accompagner. Nous y réfléchissons sérieusement. Nous en avons parlé, je ne vais pas vous le cacher, avec nos autorités algériennes qui sont très ouvertes à l'idée de ce comptoir. Donc, et certainement que d'ici quelques semaines, on annoncera effectivement que nous allons mettre en place une équipe pour accompagner les membres de la diaspora qui veulent investir ou entreprendre en Algérie. Alors, on va accélérer puisqu'il nous reste 5 minutes avant de finir cette émission. Sami Kaïdi, une question sur Gaza, sur la reprise, enfin il y a eu une reprise des hostilités, plus que des bombardements tout simplement. Il y a eu, l'entité sioniste a plusieurs fois brisé ce plan de paix, ce cessez-le-feu. Une question rapide sur cette question. Alors, Monsieur Zeribi, violation répétée du cessez-le-feu, poursuite du génocide, projet avancé d'annexion de la Cisjordanie et provocations multiples de l'entité sioniste. N'est-il pas le temps d'entamer un boycott international du régime sioniste, à l'image de l'Afrique du Sud à l'époque de l'apartheid? Et dans cette droite ligne également, l'Algérie, durant 2 ans, s'est distinguée au Conseil de sécurité des Nations Unies en qualité de membre non permanent, avec un plaidoyer en faveur de la cause palestinienne. Que retenez-vous de ces 2 années? D'abord, j'ai été très fier de voir le diplomate Ammar Benjama porter la parole au Conseil de sécurité en tant que membre non permanent de l'Algérie. Il l'a fait avec brio, il l'a fait avec sincérité, avec authenticité. C'est à la fois pas étonnant, mais ça nous rend quand même malgré tout fiers. Parce que cette posture était très digne. Pas étonnant parce que l'Algérie est le premier pays à avoir reconnu l'État palestinien en 1988, rappelons-le, le 15 novembre. Donc, et pas étonnant parce que lorsqu'on est algérien, on est palestinien. Parce que l'on a vécu, par notre histoire et par, je dirais, les principes qui érigent la diplomatie algérienne. Où que se trouve un peuple opprimé, l'Algérie sera là au rendez-vous. Où que nécessite l'autodétermination, l'Algérie sera au rendez-vous. Quel que soit l'endroit où la colonisation règne, l'Algérie sera en opposition. Ce sont des principes forts, intangibles. Moi, j'ai été à la fois satisfait de ce cessez-le-feu lorsqu'il a été annoncé, parce que ça a permis un moment de respiration pour la population gazaoui, mais je suis aussi très inquiet de la suite. Très inquiet de la suite parce que je n'arrive pas à me satisfaire du plan qui a été proposé par, j'allais dire, les États-Unis, et sous-jacent les Français, parce que Emmanuel Macron n'était pas très loin de Trump lorsque ce plan a été décidé. Je pense que ce plan a été fait pour libérer les otages, mais pas pour faire cesser la politique messianique du Grand Israël, de ce gouvernement criminel dirigé par Netanyahou, Ben-Gvir, Smotrich, qui sont des gens poursuivis par la Cour pénale internationale et qui doivent passer devant les juges pour crimes contre l'humanité, pour génocide et pour crimes de guerre. Ce sont des fanatiques également. Ce sont des fanatiques. Quand on est messianique, on est fanatique. Et je considère que c'est un État terroriste aujourd'hui, Israël, qui se comporte comme un groupe terroriste. Et je suis très inquiet pour l'avenir des Palestiniens. Très inquiet à Gaza, parce que je pense que tout va être fait pour les déplacer.
vers les pays frontaliers. Et très inquiet en Cisjordanie parce que la politique d'expropriation se poursuit plus que jamais, avec une politique de colonisation à marche forcée. Donc ils sont près d'1 million aujourd'hui à être présents. Et tous les jours, sans que les médias ne le relatent, donc, il y a des Palestiniens qui meurent en Cisjordanie, qui sont expropriés, et des colons qui prennent leur place. Donc c'est très très loin d'être réglé. Évidemment. Et quid de ce boycott international de la société civile mondiale? Mais ça ne suffit pas. Ouais. Bien sûr qu'il faut faire un boycott de la société civile. Je pense que si les États-Unis ont donné l'impression de bouger, si la France a mis autant de temps à reconnaître l'État palestinien 2 ans après ce génocide, c'est parce que les opinions internationales se sont mobilisées. Ils ne l'auraient pas fait sinon. Mais c'est paradoxal de reconnaître un État palestinien à la tribune des Nations Unies lorsqu'on s'appelle la France et de ne pas mettre en place d'embargo sur les échanges économiques entre la France et Israël. Et au moins sur les armes. De continuer à faire transiter par les ports français des pièces détachées pour l'armement. De ne pas porter la voix au sein de l'Union européenne pour que l'accord d'association entre l'Union européenne et Israël, dont l'article 2 parle des droits humains, l'article 2 dit clairement, s'il y a atteinte des droits humains, cet accord sera remis en question. Qu'est-ce qu'il peut y avoir de plus comme atteinte aux droits humains? Cet accord n'est toujours pas remis. Et le Premier ministre français qui a nié en bloc, et d'ailleurs il s'en est pris très violemment, non pour la livraison d'armes, il a nié que la France livrait des armes et des composants militaires à l'entité sioniste. Or la France livre, effectivement, a livré en tout cas pour 27 millions d'euros d'armes de munitions en 2024. Alors que l'Espagne fait beaucoup. L'Espagne et d'autres pays européens ont fait partiellement au moins quelques embargos de certaines licences d'armes. Il y a 2 pays exemplaires au sein de l'Union européenne, c'est l'Irlande du Nord et l'Espagne. Oui. Donc après la Slovénie, après mais de même d'autres pays. Le Royaume-Uni a fait embargo sur certaines licences. La Belgique a eu des positions claires, mais franchement... Mais c'est un mensonge, c'est ce que je veux dire, Karim Zeribi. Le Premier ministre a menti lorsqu'il a fait son discours sur la politique générale et qu'il a nié que la France fournissait de l'armement à Israël. Et rappelons qu'il a été ministre des Armées tout de même. On n'est plus un mensonge près. Oui, alors on va terminer vraiment sur cette question, mais très rapidement, qui n'a rien à voir avec ce qu'on vient d'aborder. C'est un mot sur la qualification de l'Algérie à la Coupe du Monde de 2026 et aussi la promotion du sport globalement. Écoutez, moi, des enfants de la diaspora, parce qu'ils sont nombreux. Évidemment, en tant qu'ancien footballeur professionnel, parce que c'est vrai qu'on me connaît moi en tant qu'ancien député européen, homme de médias, mais j'ai débuté ma vie d'adulte en tant que footballeur. À quel poste? Dans quelle équipe? Le terrain offensif. Donc à l'époque, mon idole était Mustapha Barleb, le prince du parc. Et on peut être que ravi et se réjouir de cette qualification qu'on attendait. On a une belle équipe composée d'Algériens d'Algérie, d'Algériens de la diaspora. Comme quoi, quand on fait le mixte des deux, on peut aller effectivement au sommet des grandes compétitions internationales. Le sport est un enjeu fondamental pour l'Algérie de mon point de vue. Et j'incite vraiment les autorités, je sais que le président Tebboune entend ce message, mais il faut vraiment, vraiment investir dans le sport. Quand on a la jeunesse algérienne que l'on a, des gens brillants, solides, déterminés, quand on a le tempérament algérien, on peut, lorsqu'on s'entraîne, lorsqu'on fait état de persévérance, lorsqu'on a les bonnes infrastructures, lorsqu'on a les bons coachs, toucher le firmament de toutes les compétitions internationales. Moi, je suis convaincu que si l'Algérie mise massivement sur le sport, on peut avoir très vite de nombreux médailles d'or aux Jeux Olympiques, de nombreuses équipes championnes du monde. Donc on a un potentiel qui est colossal. Investissons sur le sport. Merci beaucoup. Monsieur Zeribi, très rapidement. Rapidement, non, on n'a plus le temps. Un remake de 2019 à la Cannes. Je pense qu'on peut avoir un remake de 2019 à la Cannes, mais j'espère qu'on peut faire plus. On doit faire plus. Toujours viser plus haut. Merci beaucoup. Merci Karim Zeribi. Je rappelle que vous êtes ancien député européen et fondateur du Conseil mondial de la diaspora. Merci à nos journalistes, Dine Cherfaoui, en souhaitant vous retrouver en meilleure forme. Et Sami Kaidi également. Merci. On se retrouvera la semaine prochaine. Excellente suite des programmes à vous, mesdames et messieurs. On se retrouve très prochainement, comme je le disais. Au revoir.